La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas. Extrait de la conférence présentée par Vincent Chatelier de l'Institut national de la recherche agronomique aux perspectives agroalimentaires, le 21 avril 2015. Donc première partie, je vous ai mis des fromages français, mais c'est simplement pour que vous vous y habituiez. Puisque le niveau de quota est largement supérieur au niveau de la production. La production laitière européenne, et c'est tout à fait vrai, on le verra en France, est largement inférieure à ce que nous observons en termes de quotas laitiers. Ce qui veut dire que le quota n'est pas un plafond, le quota n'est pas bloquant, et ça veut dire que du jour au lendemain, on n'est pas assuré d'avoir une baisse de prix. Il y a beaucoup d'autres considérations que la fin des quotas à intégrer dans cette réflexion. La crise de 2009 a eu une grande vertu, c'est qu'on s'est rendu compte que les prix pouvaient baisser à un prix déraisonnable. Et donc maintenant, on voit bien qu'en matière de stratégie d'investissement, les agriculteurs sont échaudés. Le prix du lait en France, on peut dire qu'il est aux alentours de entre 320 € et 350 € la tonne. À cela, il faut ajouter effectivement les aides directes, toutes les aides directes, du premier pilier de la PAC et du deuxième pilier de la PAC, y compris les aides montagne, toutes les aides directes. Les aides directes représentent 40 000 € par exploitation laitière en France. Ça représente 18% non pas du revenu, mais du chiffre d'affaires. On peut estimer que c'est entre 60 et 100 € la tonne. Le prix du lait a longtemps cristallisé toute la vision stratégique des producteurs de lait. Je note une certaine détente, même s'il y a toujours quelques irréductibles, une certaine détente sur l'idée que le prix du lait n'est qu'une variable parmi d'autres dans la rentabilité du secteur amont, du secteur laitier. Nous attendons que la Nouvelle-Zélande cale. Nous attendons que la Nouvelle-Zélande cale. Je vous rappelle que la Nouvelle-Zélande exporte 19 milliards de litres de lait, l'Europe exporte 16 milliards, que la Nouvelle-Zélande a gagné 10 milliards de litres d'exportation en l'espace de 12 ans, et que ce rythme de croissance aura une fin. Si je devais m'avancer comme ça, on fait 24 milliards de litres de lait en France. Je ne verrais aucun souci à ce que la France puisse faire 30 milliards de litres de lait en 2030. Aucun souci. Je pense que la fin des quotas, ce n'est pas un Big Bang, c'est un transfert des modes de régulation. On est dans une régulation publique par des quotas, on passe dans une régulation privée par des contrats. Par contre, je suis franc avec vous, il est possible que nous ayons une crise. Il est possible que nous ayons une crise et nous l'anticipons. La dernière crise était en 2009. Les agriculteurs s'en sont pas tous remis, mais les meilleurs sont encore là. C'est un peu dur, mais il y a ce pragmatisme-là aujourd'hui en Europe. Monsieur Vincent Chatelier, donc à la lumière des extraits qu'on a retenus de votre conférence aux perspectives de l'an passé, quelles sont vos premières réactions? D'abord, merci de m'avoir invité l'année dernière. J'ai gardé un excellent souvenir de ce passage, non pas simplement pour ce que j'ai pu dire, mais aussi ce que j'ai pu entendre et la qualité des échanges que j'ai eus au cours de ces journées. Je voudrais dire que l'exposé que j'ai fait l'année dernière et que j'ai revisité cette année était un exposé où le structurel dominait le conjoncturel. Et donc effectivement, la France a connu une période plus difficile depuis quelques mois, plus difficile non pas liée aux choix politiques exclusivement européens, mais liée à une insertion du secteur laitier français et européen dans une dynamique mondiale qui est aujourd'hui un peu moins favorable. Il faudrait faire très attention à ne pas revisiter l'instrumentation de la politique agricole à l'aune des conjonctures de prix. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que les choix qui ont été arrêtés en Europe il y a maintenant une dizaine d'années sur la régulation des marchés laitiers est bien sûr questionné, mais n'est pas remis en cause ni au niveau de l'Europe, ni d'ailleurs au niveau français, où la crise porte beaucoup plus sur des aspects internes et de répartition de la valeur que sur des aspects de connexion aux marchés mondiaux qui avaient justifié la suppression des quotas laitiers. Et la connexion au marché mondial demeure un thème tout à fait d'actualité aujourd'hui. Depuis, une crise agricole, fortement teintée des enjeux du secteur laitier, a éclaté en France. La mobilisation sociale est-elle à la hauteur de sa forte résonance médiatique? Il faut toujours se méfier de faire de l'économie via la presse médiatique interposée. Je pense qu'il y a des analyses économiques qui sont faites en France sur l'évolution du secteur en situation de crise. Je pense que la crise, elle n'est pas que laitière en France. D'ailleurs, le secteur laitier fait partie des secteurs qu'on considère comme étant des secteurs d'avenir en France, puisque
Nous avons 3 secteurs pour lesquels la balance commerciale est positive, le secteur des vins et spiritueux, le secteur des céréales et le secteur du lait. Et le secteur du lait a plutôt une balance commerciale qui s'est nettement améliorée au fil des 10 dernières années. Donc le secteur du lait ne cristallise pas à lui seul la crise, c'est faux. Nous avons en fait une crise dans différents secteurs. Nous avons une crise porcine majeure, nous avons des contre-performances dans le domaine des céréales, et puis nous avons un retournement du prix du lait qui ne remet pas en cause les fondamentaux de l'économie laitière française, mais qui est très perturbatrice pour les agriculteurs, surtout qu'ils ne s'attendaient pas à un retournement de cette ampleur. Alors il est de combien? On peut estimer que le prix du lait a baissé de 10%, c'est-à-dire à peu près 30 à 40 euros par tonne de lait sur la dernière année, dans des exploitations de 500 000 litres de lait qui va devenir assez rapidement la moyenne française, on est à 380, ça fait tout de même de l'argent, ça fait l'équivalent de 20 000 euros de recul de recettes. Et donc les agriculteurs qui étaient mal calés en coûts de production l'année dernière, finalement, avec l'arrivée de cette baisse de prix, ont vu que le débat sur la maîtrise des coûts de production était beaucoup plus sérieux, comme je l'avais d'ailleurs évoqué l'année dernière, beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraissait. Vincent, vous évoquiez pendant votre conférence aux perspectives l'an passé que les quotas n'étaient plus bloquants en Europe depuis un certain nombre d'années. La fin des quotas, dans quelle mesure explique-t-elle la crise actuelle et dans quelle mesure le prix du lait et ses déterminants à l'échelle mondiale l'explique-t-elle aussi? Je pense qu'il faut trouver l'explication de l'évolution du prix du lait beaucoup plus dans des considérations internationales que dans la seule question de l'outil quota laitier. Si je prends le cas de la France, et je l'avais évoqué l'an passé, les quotas laitiers n'ont jamais été bloquants de la production puisqu'ils avaient été définis à un niveau supérieur à cette production. Au niveau européen, aujourd'hui, la collecte de lait est certes très abondante, mais ce n'est pas forcément une collecte que nous n'aurions pas eue s'il y avait le système des quotas. Parce que le système des quotas avait depuis longtemps été fixé à un niveau qui ne correspondait plus à la production locale. Par contre, c'est vrai que dans certains pays, la collecte laitière, notamment aux Pays-Bas et en Irlande, aujourd'hui est nettement supérieure à son train historique. Mais pour ce qui est de la France, on a produit en 2015 approximativement la même quantité de lait qu'en 2014, et la situation vaut également pour l'Allemagne. Donc nous ne sommes pas dans une dérive productive en France qui expliquerait la chute des prix que les agriculteurs français subissent. Cette chute des prix, elle est liée essentiellement à 2 ou 3 facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment l'embargo russe, qui a le mauvais goût de continuer et donc de faire du mal et de pression sur l'Europe, et la Russie étant un très grand client, non pas de la France, mais de beaucoup de pays comme la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne. Le deuxième facteur, c'est évidemment la difficulté qu'ont les Chinois à se repositionner sur les marchés à l'import, donc le trou d'air en Chine. Et puis le troisième facteur qui joue, c'est la crise interne à la France. Il faut rappeler que la consommation de produits laitiers en France, elle est à la baisse. Et donc une partie des difficultés du moment viennent de l'international, une partie vient du national, de la baisse de la collecte, et puis peut-être de l'incapacité qu'ont les industriels à réguler à l'échelle européenne la quantité de lait. Et on en veut pour preuve aujourd'hui, on cible beaucoup les Pays-Bas et l'Irlande dans les débats que nous avons. Les nouvelles relations entre producteurs et industriels, vues par M. Chatelier en 2015. Donc les éleveurs sont aujourd'hui, et ça fait l'objet de tensions naturellement, plus dépendants des entreprises dans leur propre trajectoire individuelle. Il y a des agriculteurs qui appartiennent à des entreprises en croissance et à qui on voit proposer aujourd'hui des augmentations de volume de 30%, de 40%. Et puis inversement, dans la même région d'à côté, une entreprise qui n'a pas de marché à l'extérieur n'a rien à proposer à ses agriculteurs. Donc il y a un très grand débat en France, c'est que l'opportunité de la croissance individuelle de l'exploitation dépend de la performance des firmes, ce qui n'était évidemment naturellement pas le cas avant. C'est que l'heure est venue de contractualiser entre les producteurs et les industriels. Il y a beaucoup de débats syndicaux historiques où on opposait les agriculteurs et les laiteries.
Aujourd'hui, via l'obligation de contractualiser, il faut trouver des terrains d'entente et des stratégies partagées pour faire en sorte que l'amont et l'aval s'accordent dans des stratégies de positionnement, notamment sur les marchés d'aval. Renforcer les maillons au sein de la filière. Nous avons un grand défi pour rapprocher les producteurs des laiteries. Vous savez, comme chez vous, il y a un débat syndical extrêmement vif sur le prix du lait, sur à qui profite la valeur ajoutée. On a ce débat-là historiquement et il continuera, même dans une phase de l'après-quota. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il est urgent de tisser les liens pour réussir. Mais beaucoup d'entreprises se méfient. La première entreprise française qui fait 23% de la collecte, Lactalis, a un débat très pondéré avec ses producteurs. Et elle dit à ses producteurs, attendez, nous on va augmenter les volumes que si nous avons les marchés. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la fin des quotas, c'est le passage d'une régulation publique à une régulation privée. Et la régulation privée, c'est pas l'anarchie. Alors on pourrait introduire beaucoup de subtilités là-dedans. Mais très clairement, les formes de la mise en œuvre de la contractualisation en France, et peut-être en Europe, ne poursuivent pas un objectif de revenu des producteurs. La contractualisation n'a pas été faite pour assurer un revenu des producteurs. Le revenu des producteurs, il doit être assuré par l'efficience du système technique, il doit être assuré bien sûr par un niveau de prix qui est décent, mais la contractualisation ne s'est pas fixée pour objectif de pallier à la question des revenus. La contractualisation vise à fournir aux industriels, du moins telle qu'elle est pratiquée, du lait en quantité correspondant au marché. Alors ce qui est très important de noter, c'est qu'il n'y a pas une forme d'application de la contractualisation en France. C'est un peu le cas quand on est aux Pays-Bas, où il y a très peu d'opérateurs sur le marché laitier. Je rappelle qu'en France, on a quand même 55% du lait qui est le fait de coopératives, et puis 45% de la collecte dans le secteur privé. Et même dans le secteur privé, nous avons une très grande hétérogénéité de groupes, et aussi de formes, et même de vision à long terme de la contractualisation. Nous avons des groupes qui ne veulent plus augmenter leur collecte de lait en France, parce qu'ils n'en ont pas ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la nécessité. Je pense par exemple à un groupe comme Danone, qui est sur les produits frais, et qui est peu internationalisé avec du lait qui vient de la France pour les autres pays. Vous avez un groupe comme le principal collecteur Lactalis, qui aujourd'hui ne donne pas beaucoup d'opportunités en volume, et qui paiera toujours le lait au prix, pas du moins 10 ans en France, mais il paiera toujours le prix du lait au niveau de la concurrence. Alors il y a parfois quelques petits acteurs du marché sur des micro-marchés finalement, qui peuvent se permettre de pratiquer un prix du lait un peu différent des autres, mais les jeux concurrentiels s'appliquent. Et c'est effectivement peut-être pas une force pour la France d'avoir autant d'opérateurs, parce que les opérateurs qui gagnent le plus d'argent dans la filière laitière peuvent avoir un intérêt finalement à ce qui est en parallèle des groupes qui gagnent moins, pour proposer à leurs agriculteurs des prix qui seraient correspondants au moins 10 ans. Et ça, c'est effectivement un problème. Pour autant, les rapports de force aujourd'hui, moi je les vois beaucoup plus au niveau de la grande distribution en France. Nous avons 4 centrales d'achat qui pèsent sur l'ensemble des marchés laitiers dans un marché qui est baissier. Et donc les débats que nous avons, moi je pense, et je l'avais dit l'année dernière, je pense que ce qui est très important, c'est de consolider la stratégie partagée entre agriculteurs et industriels, et non pas systématiquement d'opposer les intérêts, même s'il peut y avoir des fois des débats sur l'appropriation de la valeur, mais c'est vraiment que les agriculteurs et les industriels aient un projet stratégique partagé, à la fois sur les marchés intérieurs et sur les marchés extérieurs. Je pense qu'en France, on perd de l'énergie, on passe trop de temps dans des débats d'opposition entre groupes laitiers, et qu'il faut au contraire consolider, et faire pression par contre, comme c'est le cas dans la crise, sur la grande distribution, pour qu'elle puisse passer aux consommateurs des augmentations de prix des produits laitiers, notamment les produits laitiers frais, pour permettre finalement un retour aux agriculteurs que nous n'avons pas. Mais ce n'est pas lié à la mécanique des quotas, c'est lié à un vieux débat historique en France sur les rapports de force entre les industriels et les distributeurs. Et donc je ne voudrais pas faire passer l'idée que le débat il n'est que entre un producteur et un transformateur. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut conclure en disant que les facteurs qui ont entraîné ou causé le désarroi des producteurs
au mois de septembre dernier sont davantage structurelles que conjoncturelles? C'est un mélange du conjoncturel et du structurel. En fait, il y a une profonde restructuration, si on prend que le secteur du lait, parce que la crise n'est pas spécifique au secteur du lait en France, elle est plus globale comme je l'ai évoqué, mais si on s'intéresse qu'au secteur du lait, ce qu'on appelle crise entre guillemets vient de la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement un niveau de prix qui ne permet pas de faire face aux coûts de production. Donc il faut être objectif. Quand le prix du lait est payé 300 € en France, les agriculteurs ne gagnent pas assez pour rémunérer leur main-d'œuvre et pour prévoir les investissements. Or, ces investissements sont nécessaires aujourd'hui, puisqu'on a à peu près 40% des éleveurs qui vont quitter le métier d'ici une dizaine d'années. Donc on est dans une profonde phase de restructuration, et c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs qui souhaitaient investir dans les 3 ou 4 années à venir se sentent un peu lésés par la conjoncture de prix. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur qui joue beaucoup, c'est que les agriculteurs ont en France le sentiment que le contrat qu'ils ont avec la société française est moins évident qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que l'agriculture est trop critiquée par les médias, trop critiquée par les consommateurs, et qu'on ne rend pas à l'agriculture les services qu'elle alloue. On a un débat sociétal en France qui est peut-être différent des autres pays européens, mais qui donne le blues aux agriculteurs. On a un troisième facteur, c'est que la restructuration elle est aujourd'hui très rapide, et qu'on fonctionne par seuil. Avant, la restructuration, elle se faisait en continuité. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une restructuration d'exploitation, on doit franchir un cap, y compris dans l'investissement. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sentent plus capables, ou se sentent pas capables, ou n'en ont pas le temps suffisant pour franchir ces caps. Donc, avoir une restructuration continue, ça favorisait l'adaptation. Aujourd'hui, les effets de seuil ont tendance à fragiliser la démarche des agriculteurs. Et puis ensuite, on a un autre débat en France, c'est qu'on est isolé dans la vision de la politique agricole commune. Et ça, vous l'avez noté, la France a une vision de la PAC qui n'est pas toujours compatible avec la vision de Bruxelles. Et les Français ont le sentiment que le commissaire européen à l'agriculture aujourd'hui, M. Hogan, n'a pas pris l'exacte mesure de la difficulté économique dans laquelle il vivait. Donc on a une opposition aussi de nature politique. Donc c'est une crise qui a plusieurs facettes. Et ce que je pense qui manque beaucoup, c'est une lecture d'avenir de ce que nous souhaitons faire. Il y a beaucoup d'opposition en France entre l'internationalisation et les marchés locaux. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter l'idée, moi ce que je pense, c'est que la France doit à la fois jouer la proximité et son marché local, et donc de reformater les liens entre l'industrie agroalimentaire et l'appareil d'aval. Il y a des choses à faire là-dessus, il y a des choses à faire dans la proximité, dans le périurbain, et puis il y a aussi l'acceptation de l'idée que l'internationalisation doit nous servir. En tout état de cause, on a aussi bien pris conscience que le marché européen aujourd'hui, du fait d'une faible croissance démographique, ne vient plus au secours de la balance commerciale de la France. La France ne fait, dans le secteur laitier, que de détériorer sa balance commerciale avec les autres pays européens, et si elle parvient à la maintenir, c'est parce qu'on a trouvé des parts de marché à l'international, notamment vers les marchés asiatiques, qui connaissent aujourd'hui une situation de trouble. Donc il ne faut surtout pas laisser entendre nos amis québécois que la crise ne viendrait que du prix. C'est évidemment multifactoriel, et où les aspects sociétaux ont de l'importance. Vincent, merci infiniment pour cette entrevue et pour ces propos très éclairants. En terminant, y aurait-il d'autres éléments qui sont importants et fondamentaux et qui auraient échappé à nos échanges ce matin? Oui, je souhaiterais réaffirmer deux convictions. La première conviction, c'est que la France est probablement le pays en Europe qui a le plus gros potentiel de développement de la production laitière à long terme, parce que nous avons une faible intensification des surfaces fourragères, parce que nous avons beaucoup plus de foncier que nos concurrents, parce que nous avons des groupes internationaux de grande ampleur. La France est un pays où il faut croire à l'avenir de la production laitière. Donc là, je maintiens. Et puis, la deuxième affirmation, c'est qu'il ne faut pas avoir aujourd'hui une vision trop tranchée sur les choix de la politique agricole et leur application
au seul regard de la crise. Je pense qu'il faut du temps. On n'est pas du tout au bout du bout de ce qu'on doit faire dans la mise en œuvre de la contractualisation. Nous sommes finalement au début d'une nouvelle forme de relation dans laquelle les entreprises privées jouent un rôle grandissant par rapport à la puissance publique. Et ce qui serait un écueil, c'est de prendre la crise pour support dans la critique finalement de ces nouvelles formes de relations. Je pense qu'il faudra du temps pour que cette nouvelle forme de régulation entre en œuvre. Il y a bien sûr des choses à faire pour défendre les producteurs, puisque les équilibres sont quand même aujourd'hui beaucoup au bénéfice des consommateurs. Donc il y a des choses à faire, mais ne profitons pas de la crise pour tout remettre en cause sur des choix qui ont été longtemps maturés tout au long de la décennie 2000.